Coucou Elodie, Bonjour Julien. comment arrives-tu dans ce numéro 7 de Et aller encore une coach? Je suis désolé, il y a des coachs de partout les amis, et c'est la septième que je reçois, et il y en a d'autres encore, vous allez voir. Alors bienvenue Elodie, et comment tu arrives dans cette émission? Merci beaucoup, merci Julien de m'avoir invité. Et comment j'arrive là? Si j'ai bien compris, c'est Laetitia, la toute première, de l'épisode numéro 1, qui, il faut savoir, ça a été ma coach business. Et si j'ai bien compris, elle t'a conseillé, elle t'a dit, bah tiens, vois, avec Elodie, ça ferait peut-être une couche de plus à interviewer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Merci à Laetitia, merci à toi. Tout à fait. Bah merci. Et merci à Laetitia. Et tout à fait, ce qui m'avait aussi intéressé et qui avait éclairé ma lanterne, c'était deux mots. Il y avait Equi-coaching. Alors ça, c'est génial. Donc on l'entend, tu vas un peu plus nous en parler, c'est avec les animaux, avec les chevaux. Donc voilà, une autre facette du coaching aussi, et je trouve ça hyper intéressant. Parfait. Et aussi, il y avait le mot marine nationale, parce que tu as fait la marine nationale pendant 13 ans. Et j'ai envie aussi que tu me racontes ça, parce que je trouve ça vraiment riche, tous ces parcours. Moi-même, j'étais avant coloriste de films d'animation. Et puis voilà, je me retrouve à être coach et puis à faire des podcasts, à utiliser ma voix alors que j'étais juste avec mes yeux derrière un ordinateur. Donc c'est hyper intéressant de montrer un peu tout ça. Et c'était également dans comment tu te sens dans tes sentiments, dans tes ressentis. C'est plutôt facile pour toi ou c'est une petite marche que tu es en train de monter que d'être interviewé par moi? Oh là, je commence par quoi là? Je vais commencer. Je vais faire dans l'ordre, comme tu l'as énoncé. D'abord, la partie e-coaching. Alors, effectivement, moi, j'ai un allié qui travaille avec moi. Je le prends vraiment comme un allié. Il y en a qui vont utiliser le mot outil, mais moi, ça passe pas du tout. Voilà, mon allié, c'est le cheval. Ou, alors, quand je dis le cheval, les chevaux, j'englobe dedans les poneys aussi, hein, d'accord? Parce que je peux travailler avec des chevaux de 700 kg, comme je peux travailler avec un Shetland de 250 kg. Voilà, ça donne un peu une idée un peu de l'animal avec lequel on peut être amené à travailler. Et donc en fait, l'équi-coaching, moi j'aime bien l'expliquer, le simplifier, on va dire, en disant voilà, c'est du coaching facilité par le cheval. Donc c'est bien de base l'approche du coaching. Et on va travailler en duo, en trio même en fait, en trio avec le cheval. Donc il y a le client, le cheval et le coach. Et on fait travailler qu'à pied. Moi, je ne fais pas du tout monter. Et là, je te parle de l'individuel, je peux le faire aussi en collectif. Et je vais faire participer le client à une activité avec le cheval. Il va se débrouiller avec lui. Et on va débriefer l'activité. Le travail avec le cheval est passionnant parce que tu vas pouvoir en fait voir la façon un peu instinctive qu'a la personne de réagir, qui connaissent ou pas le cheval. Il y a aucune, je demande pas du tout à mes clients de connaître le cheval, et c'est même, j'allais dire plus sympa, non en fait, mais c'est de pas connaître, tu reviens vraiment au naturel, à l'authenticité, parce que si t'as peur, tu vas réagir avec ta peur, si t'es impressionné, tu vas réagir avec ce sentiment qui est là, qui est sous-jacent, et ça va faire sortir en fait ce qui est naturel chez toi. Et c'est ce que je prône en fait dans les accompagnements, c'est le retour à l'authenticité, à la simplicité, au naturel, pour mieux se comprendre en fait. On revient à la base, on développe notre connaissance de soi parce que le cheval il va nous renvoyer en fait de façon instantanée et authentique ce qu'on est. Voilà. Alors il n'y a rien de magique, ça vient de la façon de vivre du cheval, tout simplement. Je reviens beaucoup là-dessus, c'est parce que le cheval naturellement a ses compétences qu'on l'utilise et qu'on peut travailler avec lui. Voilà. Donc j'aime bien dire que ça vient pas de moi, c'est Guillaume Antoine qui dit ça, un grand maître de l'équi-coaching. Le cheval est le miroir en fait grossissant mais pas déformant. Donc en fait il va venir nous montrer comment on réagit, qu'est-ce qu'on pense aussi. Moi j'aime bien l'utiliser comme les cartes en fait, comme un outil, attention le mot outil entre guillemets, un outil de projection. Donc c'est très fort. Souvent les clients réagissent là-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment l'approche coaching, mais avec le cheval. Voilà. Si on simplifie en quelques mots. Ok, très bien. Écoute, c'est très clair. Et avant de dérouler un peu plus et de parler aussi de ton parcours, on va tirer tout de suite une carte pour pouvoir
ouvrir un peu le champ de ton expérience et de cette discussion ensemble. C'est aussi mes outils, moi, de coaching, les cartes. Alors effectivement, ça prend moins de place qu'un poney ou qu'un cheval. Et c'est juste une manière aussi de révéler, de questionner. Je trouve ça hyper intéressant. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est un miroir grossissant. Et la manière dont tu vas regarder les photos, la question qui est posée ou le mot, c'est un miroir grossissant de ton système de croyance ou de ce qui peut venir aussi dans ton émotionnel. Et c'est vrai que l'animal, ça doit être encore plus puissant. Et j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu comment tu travailles avec eux et comment ça se passe dans cette relation. Mais avant tout, j'ai envie de donc te proposer de tirer soit un mot, soit une photo, soit une question pour ouvrir le champ de ta vie d'avant le coaching, en fait, pour avoir un petit peu le passé d'Élodie. Tu choisis quoi? Ok. Alors, je vais choisir le mot. Ok. Alors, chères cartes, je vais les ouvrir et puis je vais passer mon doigt devant et tu me diras stop quand tu veux. Okay. Chère carte, merci de nous montrer un mot pour qu'Élodie nous parle de son passé, de sa vie d'avant le coaching. Tu vas me dire stop quand tu veux. Ok. Stop. Ok, hop. Alors, c'est le mot pause. Excellent. Qu'est-ce que t'inspire le mot pause par rapport à ton passé, Élodie? Il s'est imposé à moi, en fait, ce mot-là. Il s'est imposé à moi. Ma vie passée, tu l'as dit, elle était dans la Marine nationale. En fait, moi, très tôt, j'ai décidé de rentrer dans l'armée. J'ai fait des lycées militaires. Donc, en fait, à 15 ans, je suis rentrée dans le système. Hein. Il faut pas hésiter à le dire. J'ai fait mes études dans des lycées militaires et à l'époque, je m'étais dit, tiens, je veux faire pilote. Bon, laisse tomber, c'était pas du tout fait pour moi, et ma vie, de toute façon, on a décidé autrement, et c'est très bien comme ça. Comme quoi, des fois, tu le dis très bien toi aussi dans tes interviews, il n'y a pas de hasard. Là, clairement, il n'y avait pas de hasard. Et au final, j'arrive en prépa, et je passe les concours, et je rentre à l'école navale. Donc, c'est l'école d'officier de la Marine nationale. Et je fais mes cours, j'intègre mes bateaux, mes différents postes, etc. Et c'est un métier qui est très exigeant, qui est passionnant, vraiment. On fait tellement de choses différentes. Et ce qui m'a le plus plu, clairement, c'était ce qu'on appelle, nous, le commandement, qui est l'équivalent du management, même si je trouve le commandement plus humain que le management. Ça, j'aimerais bien... c'est ce que j'essaye de faire passer à travers notre entreprise aussi, c'est que... la façon dont on fonctionne sur les bateaux est très très humaine en fait. On peut pas se permettre de faire du casque à pointe à l'envers, comme j'aime bien le dire, parce que ça marchera pas. Tu pars au milieu de la mer Jolie pendant 3 mois, 4 mois, même mois, même 2 semaines, tu peux pas te permettre de pas être humain. Sinon ça fonctionne pas. Les gens explosent et là la pause aussi elle va s'imposer parce que de toute façon ton bateau tu pourras pas aller bien loin avec. Donc c'était un métier passionnant, j'ai beaucoup navigué, moi j'étais à bord des bateaux, parce que tu as des marins qui naviguent quasiment jamais, même si c'est de plus en plus rare, mais moi j'ai fait que de la navigation, dans des sites plus ou moins sensibles, plus ou moins dangereux, et plus ou moins avec des crises, quoi. Et en fait, à un moment, j'ai senti que ça commençait à me tirer beaucoup dessus. Mais bon, j'étais là, je bossais rien, c'est de la fatigue. Qu'est-ce qui te tirait dessus, toi ? Je sentais bien la fatigue en fait s'accumuler. Il y avait un stress, mais c'était pas un stress vraiment mon métier. Ça, j'ai pas encore réussi à bien l'identifier. Mais voilà, une fatigue chronique qui se mettait en place, des difficultés à m'organiser, alors que normalement, c'est une de mes plus grandes forces. Et petit à petit, en fait, ce qui s'est mis en place, c'est l'épuisement professionnel. Si tu veux, moi, j'étais... Dans les armées, on parle d'engagement. Je pense que j'étais encore au-delà de ça. J'ai vraiment tout donné. Et j'y ai laissé une partie de ma santé, en fait. Et là, j'ai été mise en pause. On m'a imposé un arrêt. Et tout s'est enchaîné, en fait. Tout s'est enchaîné. Et pour, au final, devoir quitter ma carrière au bout de 13 ans. Et voilà. Donc, ça a été très difficile. Parce que je n'ai pas, comme je dis, elle m'a été imposée. Donc, je ne l'ai pas accepté au début. Puis, au fur et à mesure, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Le corps a parlé, je ne l'écoutais pas, on m'a imposé de l'écouter. Et voilà, ça y est. Et là, je suis revenue à la base.
Je suis revenue à moi, je suis revenue à ce que je ressentais, à ce dont j'avais besoin. Et là, tu vois, tous ces mots-là, c'est la base du coaching. C'est tu reviens à toi, tu reviens à ce dont tu as besoin, à ce que tu as envie réellement, pour toi, pour ta famille aussi, parce que j'ai construit ma famille en parallèle. Et en fait, vu que j'arrivais pas trop à rester à rien faire, j'ai créé un poney club associatif avec mon mari et une amie. Et c'est là que les chevaux sont revenus dans ma vie. En fait, j'étais une cavalière de loisirs. Moi, je faisais de la balade, un petit peu de CSO, mais vraiment un minimum syndical. Pardon, j'aimais bien la sensation, mais voilà. Et voilà, on s'est installé vers Quimper. Et on avait des terres, mon mari avait déjà 2 chevaux. Et quand je suis arrivée, j'ai fait oh là là, là je l'ai visualisé, je vois un petit poney club hyper familial, hyper cocooning en famille et tout. Et mon mari il se tourne vers moi, il me fait mais j'y avais déjà pensé, mais le projet n'a jamais vu le jour. Et quand j'ai été mise en arrêt, je me suis dit écoute, j'aimerais bien travailler ce projet-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai remis le pied dans le monde du cheval. Donc, voilà, on a notre petite association. Et en fait, c'est quand j'ai eu ma cavalerie, mes poneys, mes chevaux qui sont arrivés. Là, ça a tout changé pour moi. Pourtant, je monte quasiment plus, mais c'est le contact avec mes chevaux. Ça m'a aidé, justement, à comprendre pourquoi cette pose est arrivée dans ma vie, etc. Et finalement, je me suis dit, mais waouh, mais le travail que je suis en train de faire avec mes chevaux, c'est un travail que je suis en train de faire sur moi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le fonctionnement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et en fait, je ne connaissais pas encore l'équi-coaching à ce moment-là. Et donc j'ai cherché dans cette voie, je voyais bien que ma reconversion allait partir là-dedans, sur l'accompagnement humain avec le cheval. Mais j'arrivais pas du tout à structurer la chose. Je comprenais ce que j'étais en train de vivre, je comprenais ce que je faisais sur moi. Mais bon, voilà. Et à force de chercher, de rencontrer. J'ai échangé avec une monitrice qui était aussi équithérapeute. Mais je sentais que c'était pas moi ma voie. Et puis elle me dit, mais tu sais, le travail que tu fais là, mais que moi aussi je fais, on peut le faire en entreprise. Donc, bon. Et alors là, j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur l'équi-coaching. Et donc, plus en détail, je suis tombée sur le coaching. Et là, c'était vraiment un coup de cœur. Pourquoi ? Parce que ça mettait des mots sur ce que j'étais en train de vivre, ce que je faisais. Ça structurait en fait tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la voie d'équi-coaching et du coaching. Voilà. Donc, une suite logique. Tout à fait, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, je me demandais comment c'est né le fait que tu aies très vite eu envie de rentrer dans l'armée. Et j'aime bien, tu as utilisé le mot système. Pourquoi tu as utilisé le mot système pour parler de l'armée ? J'ai utilisé le mot système parce que je trouve que c'est une entité à part qui a son propre fonctionnement. Et ça, je l'ai compris. Alors, je l'ai compris très tôt parce que c'est comme une deuxième famille. Je sais pas, je me suis vite sentie en sécurité et je l'ai encore mieux compris quand je suis revenue dans la vie civile, où je me suis dit waouh, mais c'était vraiment un monde à part en fait, avec son propre système de fonctionnement très très humain qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Et oui, ouais, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot système. Pour moi, c'est comme si c'était un monde en parallèle, mais tellement humain, tellement formateur, que c'est ça, ce sur quoi je m'appuie aujourd'hui pour accompagner les gens. Je dis, voilà, c'est la base solide que l'armée a, en tout cas que la marine nationale, attention, parce qu'il y a différentes armées quand même, que la marine m'a permis de développer et de travailler. J'ai envie de permettre aux gens de pouvoir travailler la même. Voilà, donc c'est l'humanité. Et puis c'est vrai que... Ouais. Vas-y. Oui, dans ce socle, tu as tout ce qui est humanisme, authenticité, droiture aussi. C'est des valeurs très fortes, la cohésion, l'entraide. C'est pas des mots qu'on utilise par hasard, en fait. C'est des choses qu'on vit au quotidien. Et que je me suis dit, mais... Et quand je suis revenue dans la vie civile, c'est où ? Je cherchais un peu, si tu veux. je trouvais pas trop. Et je me suis dit, mais mince, peut-être qu'on leur donne pas la possibilité... je pense aux salariés, etc. Je me dis, mais mince, est-ce qu'on leur donne réellement la possibilité de travailler ça en profondeur ? Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, les chevaux le permettent. Pourquoi on n'y va pas, en fait ? Pourquoi je le proposerais pas ? Parce que vous emmener sur un bateau militaire, je pourrais pas le faire. Faut pas se leurrer. Donc, je me dis, voilà, j'ai une autre possibilité
c'est de revenir à la nature, de revenir à l'animal qui est le cheval, et de revenir à notre part, à nous, animal aussi, hein, en fait. Et toi, tout de suite, ça t'a donné envie d'aller dans l'armée, très jeune. Qu'est-ce qui t'attirait, toi, à cet âge-là? Même peut-être plus petite qu'avant 15 ans, sauf que c'est qu'à partir de 15 ans que t'as pu y aller. Bon, alors, il faut pas se leurrer, j'étais dans une famille, alors pas de militaire de base, mais ma maman s'est remariée, et elle s'est mariée à un militaire, un marin. Et donc j'ai découvert cet univers-là qui m'a plu de suite sur le côté structuré. Moi, j'ai besoin, voilà, hein, mon socle à moi, c'est la structure, il faut les choses qui soient claires, et, tu sais où tu vas, tu sais comment, etc. Bon. Donc j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé le côté hiérarchique, mais pas écrasant non plus. C'est une hiérarchie, mais elle est respectueuse. Ça aussi, hein, c'est pas forcément ce que les gens imaginent. Voilà, il y a des grades, mais c'est pour savoir qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi, et ça m'a plu de suite en fait. Et puis après, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu plus en faisant des stages à gauche, à droite, parce que t'as des stages par exemple de troisième à l'époque que tu pouvais faire. Donc j'avais découvert une base à Lorient qui s'appelle la base de l'NBWay. Et puis bah voilà, mon ex-beau-père aujourd'hui nous faisait visiter les différentes bases sur lesquelles il travaillait. Il parlait peu de son travail, mais le peu qu'il en parlait, c'était beaucoup de cohésion, c'était des missions qui faisaient aussi un peu rêver, de se dire tiens, on sait pourquoi on travaille aussi. Tu vois, la défense du pays, etc. C'est des valeurs. Ouais, donc ça m'a plu, ça a du sens pour moi. Donc je me suis pas posé beaucoup plus de questions. Il y avait aussi quelque chose d'autre en parallèle, c'est que ma mère avait voulu rentrer dans l'armée quand elle était plus jeune et son papa s'y était opposé. Donc c'était opposé à ça et je me suis dit bah mince, pourquoi en fait? Donc je me suis dit bah allez, c'est l'occasion de réaliser quelque chose qui n'a pas pu être fait dans la famille et voilà, et donc je me suis lancée. C'est super intéressant, on sait pourquoi on travaille. Et j'aime bien parce que c'est souvent ça qui nous manque et qu'il y a beaucoup dans les personnes qui peuvent venir nous voir, c'est du sens. Et que l'armée t'en apporte un très fort, alors que tu peux, sur lequel adhérer ou pas, il y a le patriotisme, il y a effectivement le pays, il y a la défense, mais c'est des belles valeurs que tu peux faire tiennes ou pas, mais il y a un sens, il y a un objectif, et je comprends tout à fait aussi ce côté de structure, de sécurité que ça t'apporte, de clarté, des grades, et là, tout est clair, les amis, on sait dans quelle direction on va. Exactement. Et que souvent, nous, quand on est à l'école ou autre, on se cherche beaucoup, on est dans des métiers, à des moments, c'est même pas pourquoi on y est allé, souvent c'était des envies de nos parents ou de la société, puis nous on s'y retrouve. Après, heureusement que maintenant on peut changer plus facilement, ou qu'on se rend compte qu'il y a des parcours comme le tien, comme le mien, qui sont différents. Mais ouais, remettre du sens, ça a vraiment une grande importance. Et ouais, l'armée, je comprends tout à fait que c'est pu t'amener ça, quoi. Donc, forte de cette expérience et de tout ce que tu y as trouvé, alors après, la pause s'est imposée. Est-ce que c'est... Donc, tu as dit que tu étais un peu en chemin de voir pourquoi ça avait, un moment, ça t'avait épuisé. Il y avait quelque chose, en fait, qui te prenait beaucoup d'énergie dans tout ça, finalement, au bout de plusieurs années. Et la pause a dû s'imposer parce que toi, tu pouvais plus tenir. C'était le cadre, c'était l'objectif qui était maintenant Non, ouais, je différent pour pense qu'il toi. y avait plusieurs choses, hein. Malheureusement, les armées restent une institution et il y a un ministère, hein, donc derrière il y a les finances, il y a la politique, il y a tout ça, donc il y a des contraintes hein, qui sont de plus en plus dures. Aujourd'hui, je comprends que certains ne restent plus finalement, hein. Il y en a qui font des contrats de 5 ans, qui s'en vont en disant non, c'est bon, ça suffit parce que c'est bon pour moi. Et je le comprends tout à fait. Les contraintes, en fait, tu vois, je te disais, ça apporte de la stabilité, du cadre, etc. A contrario, notre planning, il était rarement respecté. Et on pouvait être appelé à partir en mission, c'était du jour au lendemain. Moi, on m'a demandé de partir, c'était 4 jours après, quoi. On fait, ouais, non, là, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir ta famille, ça commence à te poser des questions. S'il y avait eu que ça, je pense que je serais restée sans... Enfin, ça m'aurait pas épuisé. Mais après, il y a plein de messages aussi qui peuvent être un peu contradictoires. Tu peux aussi rencontrer les mauvaises personnes, hein, ça reste des humains. J'ai pas fait forcément que des bonnes rencontres, malheureusement. J'ai fait de très bonnes, dont mon mari, mais j'ai pas fait forcément que des bonnes rencontres. Et puis, bah, j'ai eu aussi un caractère qui fait que quand ça va pas, je le dis. Et des fois, ça pose un peu problème. Voilà. Donc, j'ai eu quelques retours de bâton qui n'étaient pas forcément faciles, mais voilà, je me battais quand même. Donc, voilà. Il y a cet esprit combattant derrière qui
qui était toujours présent, et j'ai une tendance à, si tu veux, quand j'étais ce qu'on appelle chef de service, j'avais tendance à me positionner entre mes collègues et mes subordonnés et les supérieurs. Et je faisais tampon entre les deux. Et bah, des fois, c'était pas si facile que ça, mais comme tout manager dans une entreprise aussi, je pense que voilà. Et puis, comme je te disais, vu que je suis engagée à 100%, bon bah voilà. Je pense que je prenais pas soin de moi, en fait, tout simplement. Oui, ouais, tu te dédies vraiment, tu disais même plus qu'engagé. Ouais. Tu es vraiment complètement déterminé et dédié à Ouais. l'armée, donc effectivement, quitte à y laisser ta propre santé ou en tout cas tes propres besoins. Mais j'aime bien ce que tu dis, que quand ça va pas, tu le dis, donc ça bravo d'exprimer tes besoins, mais on n'appelle pas l'armée la grande muette. Donc c'est peut-être un peu par moment difficile pour toi finalement de rentrer dans ce cadre avec cette personnalité, ce tempérament que tu as, toi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a certains chefs que j'ai eus qui attendaient ça de leurs adjoints, etc. Donc ça matchait, et là on était des équipes de fous. Et puis il y a d'autres moments où la personne n'attendait pas ça de ses adjoints, et bon, ça posait plus problème là. Donc voilà, la grande muette, moi j'aime bien cette expression-là, elle va être beaucoup de l'intérieur des armées vers l'extérieur. Et encore aujourd'hui, ça parle plus. Mais c'est vrai que on fait des choses qui, y a une certaine confidentialité, et c'est normal. Donc il y a des choses qui peuvent pas être dites, pas divulguées. C'est pas pour cacher les choses, c'est juste par sécurité en fait, tout simplement. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un système qui a beaucoup fonctionné un système un peu fermé, où surtout on disait rien, etc. Aujourd'hui ça évolue. Aujourd'hui je trouve qu'ils communiquent de plus en plus, et je trouve ça bien de s'ouvrir plus. Mais oui, la grande muette reste la grande muette quand même. Et j'entends aussi, comme tu disais, que dans ce besoin de structure et d'organisation, finalement, tu te rends compte que dans les faits, c'est bien plus chaotique que l'objectif et l'espoir qu'il y en avait au départ. Et donc oui, ça peut, au bon moment, demander de tout le temps s'ajuster ou d'être avec une vie qui évolue. Ouais, tu peux pas partir comme ça du jour au lendemain, et le côté humain, du coup, doit y perdre dans ce que tu y étais allé le chercher, quoi. Oui, c'est ça, on idéalise beaucoup aussi, mais comme moi j'ai toujours idéalisé aussi, c'est dans mon fonctionnement. Tu veux, j'avais une vision extérieure des armées, mais ça a beaucoup évolué aussi avec parce que j'en parle avec des anciens de la marine encore, et on se dit, mais ces 30 dernières années, donc moi j'ai fait 13 ans, mon mari en a fait 30. Il me dit, mais laisse tomber, en 30 ans, ce n'est plus non plus le même engagement de la part des personnes, c'est plus le même... c'est plus le même état d'esprit. Ouais. Donc moi j'avais idéalisé avec, je pense, vraiment l'ancienne marine, très idéaliste, et quand je suis arrivée, forcément tu réadaptes un petit peu, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas non plus voulu réadapter, en fait, de me dire non, moi ma vision elle était comme ça, et voilà, j'ai essayé de m'adapter, et au bout d'un moment ça passait plus, en fait. Le compromis n'était plus possible. Voilà. Et ne voulant pas l'accepter, mon corps l'a exprimé. Ouais, ok. Donc je pense que c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle, et ça permet après d'observer, puis d'avancer, puis de faire ce que tu fais aujourd'hui, et c'est génial. Est-ce que aujourd'hui, l'armée serait ouverte à de l'équi-coaching, que tu puisses intervenir dans l'armée? Elle l'est? Ouais. Okay. Alors, pas tout le monde, mais je sais qu'il y a eu des essais. Et je suis en contact avec certaines personnes qui ont essayé ça. Donc oui, après le coaching dans les armées, je sais qu'il y en a, mais plus sur Paris, donc dans les plus hautes sphères. Donc mon idée, ça serait de réussir à démocratiser ça aussi, de pouvoir revenir avec mon expérience, et pouvoir effectivement travailler au profit d'anciens... j'allais dire d'anciens collègues, pas de collègues forcément que je connais, mais de revenir et de reproposer ça en connaissant en fait l'institution de l'intérieur. Donc c'est toujours intéressant. Mais oui, je sais qu'il y a eu des essais. Je peux pas trop en parler, mais... Ok. Ok, bon, tant mieux si ça s'ouvre aussi sur d'autres champs. Et aussi pour aider les êtres humains à se reconnecter à leur corps, comme on disait, revenir à soi, à ses envies, ses objectifs, ses désirs. Mais peut-être que par moments, ça peut faire se rendre compte à des personnes, peut-être que l'armée n'est plus pour elles. Ils n'ont pas forcément peut-être aussi envie de se dire qu'il y a des personnes qui vont partir parce qu'ils se rendent compte que leur chemin s'arrête aussi. Et là,
Plutôt que ce soit le corps qui s'arrête, tu sais, comme le tien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, en tout cas, pardon, pour la marine, je pense qu'ils savent hein, qu'ils ont un rotary important, que ça bouge, que... Donc voilà, mais ça me fait rebondir sur plusieurs interviews que j'avais vues de coachs avant de me lancer dans ce milieu-là, qui disaient vous savez, un coach de salarié qui se passe bien, c'est fort possible qu'il démissionne. Et ça m'avait fait, sur le coup, ça m'avait choqué. Et après, ça m'avait fait rire parce que j'ai compris le fondement. Et bah oui, si le salarié, il évolue, mais que l'entreprise dans laquelle il est ne lui permet pas finalement de mettre en pratique cette évolution. Il n'est plus en adéquation, le sens n'y est plus, le compromis n'est pas possible, il va quitter. Puisque aujourd'hui, le coaching va ouvrir le champ des possibles, va lui permettre d'ouvrir les yeux sur plein de choses, et lui ouvrir le champ des possibles. Bah oui, donc c'est possible qu'il démissionne, c'est un risque. Mais ça en est de la responsabilité du salarié, et ça il faut pas l'oublier aussi. Hein, donc voilà. C'est une réussite pour moi du coup. Enfin, c'est vraiment aussi parce qu'on est là pour être au service de l'être humain. Et si l'être humain dans son milieu de l'entreprise ou autre n'est pas épanoui, j'ai pas envie qu'il reste dans l'entreprise, j'ai envie qu'il soit épanoui et que tout le monde puisse être épanoui ou créer de nouvelles entreprises avec des conditions épanouissantes pour chacune et chacun, quoi. Bien sûr. Et j'ai envie de savoir un peu quels ont été tes premiers pas de coach et comment tu as fait de l'équi-coaching. Donc, tu as dit que tu étais cavalière par passion quand tu étais plus jeune. Ça a commencé vers quel âge à peu près ? Alors, si j'écoute mes parents, je crois que j'ai toujours demandé à monter à cheval. Mais on a réussi, parce qu'il y avait des questions financières aussi. Hein, à l'époque, c'était un peu moins démocratisé. Et j'ai commencé à 11 ans. Et finalement ça a été assez rapide mon temps de cavalière vraiment en club, etc. Parce que comme je te disais, à 15 ans je suis partie en lycée militaire et donc j'ai dû mettre un peu en parenthèse. Bon, je me suis blessée moult fois. Je me suis cassé un bras, déboîté une hanche, enfin bon, c'était carnage. Ah oui, non mais je fais pas les choses à moitié, donc voilà. Mais c'était des super moments et voilà. Mais donc aujourd'hui c'est vrai que j'ai un autre regard sur le cheval, c'est ça aussi qui est bien. Je le vois plus que comme le cheval sur lequel on monte, quoi. Aujourd'hui, c'est le cheval avec lequel on établit une relation plus ou moins longue, hein, ça dépend si tu fais juste quelques séances ou si tu as ton propre cheval, avec lequel tu vas établir une relation, tu vas lui apprendre des choses, mais il va t'apprendre tout autant, voire plus, sur toi-même. Voilà, là aujourd'hui, je le vois plus comme un animal, je le vois vraiment comme un allié, quoi. Ouais, tu parlais d'allié, je trouve ça beau de dire c'est un allié. Et comment il est rentré vraiment toi, comment ça s'est passé cette transition de je vais faire du coaching est-ce que tu t'es formé comment tu as avancé vers l'équi-coaching ça a été quoi les grandes étapes pour toi après les grandes étapes, bon, déjà ça a été la découverte déjà de l'équi-coaching. Je suis ça y est, c'est bon, c'est ça a été révélation, parce que comme je te disais, ça mettait des mots sur tout ce que je faisais jusqu'ici, pour moi-même, mais même quand je voyais certains cavaliers, etc., je voyais des choses, je me suis dit, mais tiens, regarde, le cheval, il est en train de te dire ça, qu'est-ce que ça te... Ah machin, parce que souvent, certains cavaliers vont avoir tendance à projeter en fait la problématique sur le cheval. Ouais, ça marche pas parce que mon cheval veut gagner. Ok, voilà. En inverse, toi, qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas, à quoi tu penses à ce moment-là, etc. Et rien que cette réflexion-là, en tant que cavalier, me passionnait déjà. Et donc voilà. Donc quand j'ai découvert l'équi-coaching, je me suis dit, waouh, mais c'est super, c'est exactement la réflexion que j'aime bien mener moi, et que j'aime bien faire mener aux autres. Et je me suis dit, bah tiens, comment aller plus loin ? Donc j'ai lu beaucoup, j'ai pris contact avec certains équi-coachs. J'ai fait moi-même des séances pour tester moi avec un professionnel extérieur, parce que c'est bien beau, mais s'auto-coacher, ça reste compliqué. Donc j'ai testé. Bon, ça m'a un peu chamboulé les premières fois, parce que ça a remis en question plein de choses sur moi, ma personnalité. Voilà, donc c'est très fort en fait, très rapidement, ça pose des questions. Et après, pour concrétiser tout ça, je me suis dit, bon, ok, moi, j'ai besoin de me légitimiser là-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée. Et, si tu veux, je suis d'un processus très scolaire. Donc, comme je te disais, bac, prépa, concours, diplôme d'ingénieur,
voilà, c'était très académique. Et j'étais restée dans ce système-là. Je me suis dit, bon, ok, aux yeux des entreprises, qu'est-ce qu'ils regardent aussi avant d'embaucher un coach? Et ce qui ressortait beaucoup quand j'ai fait ces recherches-là, donc c'était vers 2019 à peu près, et c'était beaucoup, bon bah voilà, est-ce que vous avez une certification, est-ce que vous faites partie d'une fédération, est-ce que vous êtes supervisé, etc. Moi je suis oula, bon, ok, alors qu'est-ce qu'il y a comme école? Donc je me suis dit, bon bah est-ce qu'il y a une certification d'Equicoach qui existe? Comme ça je me pose plus de questions, je fais directement ça. Sauf que ça n'existait pas. Donc c'est bien parce que c'est venu moi me piquer sur ma façon de faire et sur ma façon d'apprendre, etc. Donc c'était super. C'était hyper apprenant pour moi de me dire, bon ok, j'ai pas la solution de facilité, la certification qui va bien, clé en main. Comment je construis mon approche? Comment je construis mon parcours? Alors là, ça a été un parcours initiatique pour moi et c'était top. Donc je suis partie en me disant, bah, comme je te l'ai décrit au début, pour moi l'Equicoaching, c'est l'approche du coaching facilitée par le cheval. Donc j'ai séparé en deux, je me suis dit, ok, certification de coaching, ça existe. Donc je suis allée passer une certification de coaching. Voilà. En parallèle, je suis allée découvrir une formation d'Equicoaching qui n'était pas du tout certifiante, mais qui permettait déjà de vraiment être formée sur la pratique en soi, parce que qui dit cheval dit sécurité aussi. Hein. Donc j'avais beau avoir une base très solide, je me suis dit, bon, et puis si ça se professionnalise plus, qu'il y a des textes de loi qui passent derrière, comment je me couvre un petit peu là-dessus, tu vois. Donc j'avais fait cette découverte de l'Equicoaching, et en parallèle, je suis allée chercher quelque chose de plus professionnalisant sur le cheval. Là, plusieurs options se sont présentées à moi, soit un monitorat, mais ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et puis je voulais pas remonter à ce niveau-là, en fait, remonter à cheval à ce niveau-là. Donc je suis allée chercher ce qui, moi, me parle, la science. Et je suis allée chercher l'éthologie du cheval. Donc là, je suis partie sur un diplôme universitaire éthologie du cheval qui est proposé par des maîtres en éthologie, enfin, c'est juste extraordinaire. Et c'est proposé par Rennes 1 et le CNRS. Donc j'ai pu, si tu veux, j'ai fait 2 certifications en parallèle, une sur le coaching, une sur le cheval, et j'ai fait cette formation d'Equicoaching pour réussir à avoir un modèle sur lequel après, j'allais dire calquer, non, c'est plutôt m'inspirer pour avoir ma propre pratique derrière. Donc je qualifie aujourd'hui que le parcours que j'ai fait me permet d'être une professionnelle du coaching, de l'accompagnement, et d'avoir un regard très pragmatique et concret sur ce qu'apporte le cheval et comment il apporte. Et je mixe tout ça au profit des clients. C'est génial et j'aime beaucoup parce que déjà ce bel enseignement de construire toi-même ta propre approche et te sortir de ce format très académique où on te structure, où effectivement c'est rassurant, c'est sécurisant, comme on retrouve avec l'armée. Mais là, ça te demande d'être toi-même en fait, d'aller dire ok, comment moi je peux construire ça en fonction de moi, en fonction d'une pratique qui n'est pas encore effectivement certifiée dans tous les sens et tout. Et puis même, finalement, toi, ton expérience que tu as fait haute, peu importe la certification, tu as toute ton expérience de l'armée, tu as tout ce que tu as fait. Finalement, tu pouvais déjà avoir tout ça, mais toi, ça t'a poussé un peu à sortir de ce truc-là. Ouais. Donc, je trouve génial comme apprentissage déjà. Et puis j'adore le côté quand même structure. Ok, je vais faire du coaching et je vais faire aussi apprendre le cheval. Et comme ça, tu t'as fait ta sauce à toi et c'est hyper enseignant. Et donc, tu as dû énormément t'enrichir pendant cette période. Elle a duré combien de temps un petit peu ? Ça a été 2 ans vraiment de formation. En tout et pour tout. Tout ce qui était coaching s'est passé en 1 an. Et vraiment l'apprentissage sur le cheval, 2 ans. Je viens de faire la dernière partie là. Et c'est passionnant. Et en fait, ça s'arrêtera jamais. C'est ça aussi. Ça s'arrêtera jamais parce que la science évolue, elle continue à faire des études, il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Le coaching, c'est pareil, il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouveaux outils. Donc c'est hyper enrichissant, ça s'arrêtera absolument jamais. Et moi, ça me passionne, j'adore apprendre, donc voilà, tant mieux. Mais ouais, c'est hyper formateur de faire sa propre approche avec tout ça et ouais, 2 ans et puis 2 ans de se dire bah ok, que tu as très bien dit les 2 pôles, mais comment je vais moi
faire ma propre approche, comment je me positionne aussi, c'est ça, comment je me positionne, sur quelle thématique, est-ce qu'il y a une thématique qui m'intéresse plus qu'une autre, est-ce qu'il y a une thématique qui est plus, mince, j'avais le mot, il est parti, mais plus approprié, c'est pas celui-là, mais plus approprié à travailler avec le cheval. Donc voilà, toute la réflexion aussi pendant ces 2 ans, et je pense que cette réflexion n'arrêtera pas d'évoluer aussi. Elle a déjà évolué en 1 an, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Et justement, cet allié, comment tu prends en compte ses ressentis à lui, ses besoins, comment il fonctionne? Parce que j'ai échangé avec une personne avec qui je fais de la communication animale pour mes chats, et je l'ai interviewée dans mon projet Bienvenue dans le monde 2. Et elle me disait, à la base, elle voulait effectivement travailler avec les animaux, mais elle avait besoin de communiquer avec eux, de savoir s'ils étaient consentants ou pas de le faire, d'aller dans les hôpitaux, des fois d'aller dans les maisons de retraite. Et elle disait qu'émotionnellement, ça peut être lourd aussi pour l'animal. Et d'être sûr que lui, il choisissait aussi, il était OK, que c'était pas un dominant qui l'amenait là. Est-ce que toi, tu arrives à échanger? Comment il arrive à parler, ton allié? Alors, moi, ça sera sur ces signaux. C'est la communication non verbale, en fait. Je suis pas sur le volet communication animale, c'est vraiment la lecture physique du cheval. De son comportement, je vais pouvoir voir s'il veut venir travailler ou pas, si pendant la séance il se sent bien ou pas, s'il en a marre ou pas. Ça se voit très vite, ça aussi. Donc en fait, c'est vraiment sur une position d'oreille, sur un clignement d'œil, sur la position de l'encolure, par exemple, je vais pouvoir comprendre ce qu'il exprime. Et c'est sur ça aussi que je me base pour savoir qu'est-ce qu'il exprime à la personne avec laquelle il travaille aussi. Donc c'est vraiment, et c'est ce que m'a beaucoup apporté le DU en fait, d'éthologie du cheval, c'était la lecture concrète du cheval. Là, je sais que je vais pas forcément me faire que des copains, mais par exemple un cheval qui bâille, moi je me rappelle m'avoir entendu dire ah, le cheval il bâille, t'as dû lâcher quelque chose. Je vais peut-être juste lâcher la grappe en fait, parce que ça peut être un signal juste de frustration en fait, ou une façon de se détendre après quelque chose d'assez assez intense, ou peut-être qu'il est juste fatigué. D'accord? Donc en fait, c'est qu'il peut avoir beaucoup d'interprétations, si tu veux, un peu capillotractées, etc. Alors que, encore une fois, et je l'ai dit au tout début, j'aime revenir aux choses simples en fait. Je dis pas simpliste, mais simple. C'est de revenir déjà à la base, au niveau bas en fait, avant d'aller essayer de tirer des conclusions plus énergétiques ou ésotériques ou ce que tu veux. C'est déjà à la base, qu'est-ce que c'est en train de dire. Et après, on tire des hypothèses. Parce que c'est de la projection après. Et après, alors là, tu peux faire un grand travail, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste de base de ne pas se tromper sur ce que l'animal est en train de montrer, en fait. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que je ne vais pas me faire que des copains, parce qu'il y en a qui utilisent beaucoup le cheval e-bag, t'as lâché quelque chose. C'est pas si systématique que ça, en fait. C'est, voilà. Donc, Ok. c'est beaucoup de lecture non verbale. Et donc cette lecture non verbale donc du cheval, ça te permet toi de. Est-ce qu'il y a des moments où tu vas voir un coaching et lui, tu sens que c'est pas le jour, c'est pas le moment ou que. Est-ce que tu as plusieurs chevaux? D'ailleurs, tu parlais de ta cavalerie, donc tu en as plusieurs, tu as des poneys et des chevaux. Comment ça marche un peu pour ces déroulés-là de séance et puis pour écouter leurs ressentis? Ouais, alors moi, déjà je vais les voir avant la séance. Je vais les voir, où je les ai vus peu de temps avant. Voilà, je sais où ils en sont en fait, niveau santé, état d'esprit entre guillemets. Donc je sais que je vais avoir des poneys ou des chevaux plus ou moins disponibles à venir travailler. Par exemple, un cas tout bête, j'ai ma jument, elle a un problème au niveau de la hanche. J'ai pas son passif exact, mais je pense qu'elle a eu un accident. Bon, au niveau de la hanche, c'est pas terrible. Je sais qu'il y a des périodes où c'est plus compliqué pour elle. Bon, je vais pas m'amuser à venir l'embêter avec... bon, il m'énerve cet écouteur, excusez-moi. Je vais pas venir l'embêter à certains moments. À certains moments, voilà, mais c'est comme nous, en fait, t'es malade, on va pas venir te titiller, aller te demander d'aller faire un 100 mètres, quoi, au bout d'un moment. Ou une séance de psy, pareil, t'es malade, tu vas pas faire une séance de psy, t'attends un petit peu, quoi. Donc, voilà, je suis attentive déjà à savoir où ils en sont de leur santé en général. Truc tout bête aussi, mais la météo. S'il fait super froid ou s'il y a eu une tempête dans la nuit, bon, je sais que le lendemain, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà, mais je m'adapte aussi. Donc c'est aussi les réponses que va donner le cheval, parce que je vais pas décaler la séance, il faut pas rêver. Donc la séance aura quand même lieu. Je vais choisir le poney ou le cheval en fonction donc de leur état, mais aussi de ce que je vais potentiellement travailler avec mon client.
Je sais que j'ai des chevaux qui sont plus réactifs que d'autres. J'ai des chevaux qui ont qui vont venir te titiller sur certains domaines plus que d'autres. Voilà, parce que je les connais. Mais je suis capable de travailler avec des chevaux que je connais pas non plus. Hein. Bon, je vais travailler la thématique, mais c'est juste que voilà, je connaîtrai pas son tempérament de base. Donc voilà. Après, je peux aussi laisser le client choisir. Et ça, c'est rien que le choix de l'équidé. Déjà, là, tu peux faire une séance entière là-dessus. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qui t'a amené à pousser l'équidé, en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pour l'exemple, j'ai eu un client, c'était il m'a regardé. D'accord. Et en quoi c'est important pour toi? Moi, le fait qu'on me regarde dans les yeux, c'est important, c'est qu'on me considère, c'est que, oups là, alors là, vu la thématique qu'on était en train de plus de travailler avec ce client-là, on a pu démêler la pelote et aller voir à quel point c'était important, mais que c'était pas forcément aussi important pour certaines personnes. Donc là où il se sentait frustré ou pas considéré, en fait c'est juste un ressenti personnel, c'était pas forcément. Voilà, et donc rien que ça. Bon, après on a travaillé aussi avec le cheval, et pour l'anecdote, le cheval est borgne. C'est lui qui l'a choisi. Voilà. C'est génial, donc il le regardait sans vraiment le regarder, quoi. Il le regardait, mais c'est un cheval qui a besoin de plus regarder, parce que justement, vu qu'il voit que d'un côté, il sera plus, il a développé, si tu veux, une attention un peu plus accrue que les autres équidés. Parce que la vue est très importante chez les équidés, et vu que lui, il est amputé d'une partie, on a vu avec le temps qu'il passait plus de temps à observer ou à regarder son environnement que les autres. C'est super intéressant. Et comment ça se déroule, les séances en général? Il y en a plusieurs. Quels sont un peu ce format que tu proposes? Alors, l'idéal, c'est vraiment comme le coaching, l'idéal c'est un suivi sur une dizaine de séances. C'est ce qui fonctionne le mieux. Après, ça dépend aussi de l'objectif de la personne. Si c'est plus aller explorer, se poser des questions, etc., on peut faire plus court. Mais par contre, si c'est pour atteindre un objectif, on va être plus sur une dizaine de séances. J'aime bien espacer d'une quinzaine de jours. Au fur et à mesure, je sens qu'il y a certaines personnes qui cherchent à espacer plus les séances. Et c'est top, parce que le retour qu'elles me font, c'est que j'ai besoin de plus de temps pour intégrer, pour que ça infuse. Je trouve ça top, parce que tu sens que ça travaille en eux. Au début, ils cherchent plus des réponses, etc. Donc ils veulent que ce soit plus rapproché, puis hop. Et après, c'est des séances... Alors, je te parle que de l'individuel. C'est des séances que je vais faire sur normalement 2 heures. Bon, pour le moment, je suis très généreuse et ça dure généralement plus. Mais 2 heures avec une partie en face-to-face. Vraiment, où on voit où on en est, qu'est-ce qu'on a plus envie de travailler aujourd'hui, comment on se sent, etc. Après, on va passer avec le cheval. J'aime bien faire une demi-heure à 1 heure avec le cheval. Ça va dépendre aussi de ce temps en fait de début de séance. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus échanger avant de passer à l'action avec le cheval. Donc on va passer un peu moins de temps avec le cheval. En fait, je vais beaucoup m'adapter à la personne et à son besoin du moment. Et donc après, on travaille avec le cheval. Donc moi, j'ai des structures sécurisées, etc. On va le chercher dans le champ parce qu'ils vivent dehors en groupe. On va chercher le cheval ou le poney en question. Soit je fais choisir, soit donc j'ai choisi en amont. Et je peux changer à tout moment aussi. Je peux m'adapter selon comment la personne est arrivée. Si je vois que c'est un peu compliqué, que un peu tendu aujourd'hui, etc. Et si j'ai choisi un cheval très réactif, très très sensible, si tu veux, à la tension de l'humain, j'ai peut-être changé mon choix parce que là, ça risque d'être peut-être compliqué. Bon, voilà. Mais des fois, je tente aussi pour voir comment la personne va se réadapter, en fait, prendre conscience de la tension qu'il a, et voilà, ça dépend vraiment du travail du jour. Et donc, je vais donner un exercice. Ça va être, par exemple, tu vas mettre en mouvement le cheval. Mais comment je fais, etc. Alors je donne des consignes de sécurité, je donne le mode d'emploi basique un peu de l'animal, pour comprendre un peu comment, si je me positionne à tel endroit, qu'est-ce que ça fait, si je bouge beaucoup, qu'est-ce que ça fait. Je montre aussi, je peux faire une démonstration de dire, voilà, regarde, je te montre, je l'ai mis en mouvement. Donc, et ça va dépendre aussi du client. Des fois je vais montrer, des fois je vais pas montrer. Parce que t'as des gens, comme moi, très scolaires, qui vont appliquer à la lettre, et qui vont pas se sortir, qui vont pas revenir, si tu veux, à ce côté instinctif que je cherche chez la personne. Donc voilà, encore une fois, je m'adapte. Et après chaque passage, chaque exercice, on débrief.
Et on va en faire, ça dépend ce qui va ressortir à chaque exercice. Donc, je peux en faire 2, comme je peux en faire qu'un seul, comme je peux en faire 5, ça dépend. Et après, on ramène le cheval, on retourne dans la salle, et on clôture la séance dans la salle. Donc pareil, là j'essaye d'avoir une demi-heure. Donc, normalement, idéalement, ça fait une demi-heure face-to-face, 1 heure avec le cheval, une demi-heure face-to-face. Mais bon, clairement, d'une séance à l'autre, ça évolue beaucoup. Voilà. Mais on peut faire de la séance découverte, mais là, ça sera vraiment les prémices de comprendre en fait ce que ça va venir réveiller chez nous, mais on ne travaille pas en profondeur. Et donc, plus on fera de séances, plus on pourra mieux déterminer l'objectif et aller l'atteindre. C'est super et très intéressant. Et est-ce que par moment il monte à cheval ou c'est que des exercices plus d'approche Ouais, moi je fais que travailler à pied. Ouais, moi je fais pas monter. Parce que j'aime bien cette relation, si tu veux, d'égal à égal. Quand t'es à pied, tu vois, quand tu parles avec un humain, tu vas pas lui monter sur le dos, en fait. Tu vois, ça peut être normal. Ça arrive rarement. Voilà. Ah, bon, après, chacun ses pratiques. Mais bon, voilà, normalement, une soirée arrosée, pourquoi pas. Mais bon, normalement, tu ne montes pas trop sur le dos, quoi. Et donc, là, l'idée, c'est de rentrer en communication avec le cheval, comme tu essaierais de rentrer en communication avec un humain que tu connais pas, ou peu. Et de te réadapter, en fait, au code de l'autre, de voir si tu observes bien aussi la personne avec laquelle tu essayes de communiquer, en fait. Et j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y a pas de réussite ou d'échec, en fait, dans un exercice. Parce que souvent, on s'arrête à se dire « mais j'ai pas réussi à le mettre en mouvement ». Ok, au-delà de ça, on s'en fiche. C'est pas réussir ou pas réussir, c'est qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu n'as pas mis en place. Mais je préfère limite que quelqu'un n'y arrive pas du premier coup, mais qui à la 3e séance, il est hyper à l'aise, il a développé des compétences d'observation de fou, qui maîtrise son corps, qui maîtrise ses émotions, qui sait qu'il est tendu, pas tendu, qu'une personne qui va se buter à vouloir réussir l'exercice. Je ne suis pas là pour faire monter en compétence la personne sur le travail du cheval, je m'en fous ça. Moi, je veux faire travailler la personne sur elle-même. Donc voilà, donc il n'y a pas de réussite ou d'échec. C'est important de préciser ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est vraiment, comme tu disais, ce miroir grossissant, ou comme le disait Guillaume Antoine, là, dont tu nous as parlé, c'est ce révélateur de qui tu es, et le cheval, et justement, te sert à ça et à cette puissance-là pour le faire. Et les personnes, elles arrivent avec quelles problématiques jusqu'à toi et jusqu'à ton ami? Alors bon, d'un côté, mais j'ai un peu ciblé aussi sur les thématiques sur lesquelles je veux travailler. Donc on va être sur du positionnement managérial, la position de chef. J'aime bien utiliser ce mot-là parce qu'il est très galvaudé, mais en fait il est très parlant. Il peut être très humain et très juste, encore une fois. Dans le civil, on va beaucoup entendre manager ou des choses comme ça. Et en fait, dans les armées, c'est chef de service, chef de groupement, c'est chef, quoi. Et on se pose pas 3 milliards de questions non plus. Donc voilà, le positionnement en tant que leader, en tant que chef, en tant que manager, ça va être comment toutes les problématiques qui sont liées à ces postes-là, comment mieux communiquer avec mes équipes, comment mieux me faire comprendre, voir comment mieux me faire respecter. Je peux avoir aussi des gens très dans l'empathie et peut-être trop en fait, qui, tu vois, limite ça part dans la sympathie et en fait ils n'arrivent plus à prendre de distance, donc c'est compliqué de remettre les règles après. Donc voilà, on est sur ce travail-là globalement de posture. C'est vraiment avec tout après les différents niveaux, les différentes thématiques qui sont autour de ces postures-là. Voilà. Donc moi ce que je préfère c'est l'affirmation de soi, c'est la communication interpersonnelle, ça va être essayer si tu veux, de créer l'adhésion des équipes. Voilà, mais ça passe par j'allais dire un chef charismatique. Alors, j'ai un peu de problème avec cette expression-là, parce que charismatique, on peut voir quelqu'un de très présent, très... Mais en fait, non, charismatique, t'as quelqu'un qui peut être très discret, mais qui va faire adhérer les troupes sans aucun problème. Donc, voilà, c'est charismatique, mais attention. Ouais. Je le vois comme incarné, en fait, qui est conscient de la valeur, de ce qu'il fait, de son objectif, de sa mission, et qui est à l'écoute, et qui est aussi vraiment attentif et qui observe. Donc c'est important aussi, effectivement, de développer cette posture, et puis l'observation du comportement du cheval, de son propre comportement par rapport à lui. Donc ça a tout son intérêt, carrément, c'est hyper intéressant. Et donc tu parles d'individuel, est-ce que tu pourrais les accompagner en équipe, avec le manager et tout, avec le cheval, ou tu l'as déjà fait, ça ?
Alors, on l'a fait en team building, donc ça n'était pas un accompagnement sur la longueur. J'ai fait de l'équipe sans le cheval, c'est possible aussi, hein, avec un projet de montée en puissance de l'entreprise, etc. Donc il fallait redéfinir un peu le codir, donc ça on a pu le faire. En équipe avec le cheval, pour le moment, je n'ai pas eu. Ça pourrait se faire sans problème, hein, et on le propose, mais j'ai pas eu. J'ai plutôt eu en one shot, donc avec type building. Alors, je précise que le type building, chez nous, c'est pas faire cuire 3 saucisses et taper dans le dos. C'est aller, c'est aller travailler une thématique. Se monter en sur fait. le dos. Ouais, voilà. Ça pourrait finir comme ça avec un rosé, tu vois. Mais c'est pas le but. Mais non, c'est d'aller travailler, c'est de définir, si tu veux, avec l'entreprise, la thématique sur laquelle ils voudraient travailler. Donc, globalement, ça va être la cohésion. Mais tout team building est censé travailler la cohésion. Mais on va aller en profiter pour aller travailler une thématique particulière. Ça peut être, là, qu'est-ce qu'on a eu? C'était, par exemple, la combativité. Tu vois, post-Covid, compliqué de repartir, bah voilà, on va aller travailler la combativité. Alors bien sûr, on définit ce que c'est la combativité avant, clac, 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 clac. Et donc, on monte toute une journée avec différents ateliers, avec le cheval. Et puis en plus, vu qu'on a des terres, on fait des fois des choses sans le cheval. Donc là où on va pousser un peu les équipes, ça reste cool, hein, je fais traîner personne dans la boue, et voilà, mais voilà, où ça demande justement de s'entraider, de la cohésion, etc. Et c'est sympa, et on aime bien le faire en fin de journée. D'abord on fait travailler avec le cheval, comme ça décentre un petit peu, si tu veux, de l'être humain, pour au final revenir à l'être humain et à toute l'équipe. Donc ouais, ça, on aime bien le mettre en place. Génial. C'est riche et puis c'est aussi lié à votre parcours de l'armée, c'est aussi ce que vous avez appris et c'est C'est ça. hyper chouette d'aller transmettre tout ça, surtout 30 ans tu dis pour ton mari, 13 ans pour Ouais. toi, et vous avez monté votre entreprise ensemble qui s'appelle LeadXP, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça c'est le nom court, et le nom long, c'est Leadership Experience. Donc Ok. ça veut tout dire, en fait, c'est que en fait on s'est rendu compte que le leadership, mais le commandement, parce que moi c'est un mot que j'aime en fait, hein, le commandement ou le management, il est appris, mais ça reste très théorique. C'est des approches, c'est des façons de faire, mais en fait finalement la personne, quand elle sort de son école, bah ouais, sur le terrain c'est pas du tout la même chose en fait. Donc ça se vit en fait, le management. Et nous, on avait à cœur, parce que nous, on nous le fait vivre, on nous le fait expérimenter dans différentes situations en école. Puis après, quand tu arrives et que tu prends tes fonctions, tu continues en fait à faire tes armes. Et on s'était dit, tiens, comment on pourrait permettre aux gens de vivre ces mêmes expériences, d'expérimenter le management, plutôt que d'essayer d'être face à un tableau blanc et de réfléchir pendant 3 heures là, à savoir comment je vais faire dans telle situation. C'est ok, mais en fait concrètement, comment tu vas le vivre. Et c'est ça qui est génial avec le cheval, c'est que pour moi c'est vraiment une expérience apprenante. Si tu vas faire, ça va s'ancrer en fait en toi. Ce que tu vas vivre, ça va s'ancrer. Ça va infuser, ça va peut-être donner 3 mois après. On aime bien faire d'ailleurs un rendez-vous post-prestation, 2 mois après à peu près, pour voir comment ça a infusé dans l'équipe ou dans la personne qu'on a vue. Et c'est sympa, parce que des fois on découvre que ça a infusé d'une façon qu'on n'avait pas du tout imaginée. Et c'est top, parce que c'est leur façon à eux de vivre et d'incarner. T'as des exemples un peu justement de transformation à nous partager? Alors qui... ouais, alors là, c'était une entreprise, donc on a fait une journée, et l'ambiance, elle était là, les projets, les visions de l'entreprise, super, enfin, vraiment, ils nous ont bluffé sur ce qu'ils veulent faire, mettre en place, etc. Mais il y avait quelques tensions, et pas anodines, hein, sur l'entreprise, parce que c'était en train de monter en puissance, et les visions étaient en train de se séparer un petit peu, bon voilà. Et quand on a fait le rendez-vous quelques semaines plus tard, le chef d'entreprise a une volonté de recadrer les choses. Chose qui était demandée depuis des mois, en fait, mais qui était fait, pas fait, c'était flou, s'ils savaient pas trop. Et ce qui est sorti de cette journée que nous, on a faite, comment ils l'ont vécu, en fait, ils ont continué, ils ont capitalisé là-dessus pour aller justement sur de la structuration. Alors que, bon, c'était
l'objectif de la journée, c'était mieux se connaître les uns les autres, mieux travailler ensemble, voilà. Et finalement, ce que ça a amené, ça a été un besoin et une nécessité de structurer davantage l'entreprise. On était là, on fait, bon, bah, c'est top, tant mieux, si ça a infusé comme ça et que ça a donné ça. Voilà, et ça a permis de recadrer un peu les choses chez eux, avec, il y a un départ qui arrive, mais parce que, voilà, ils ont posé les choses sur la table, ils se sont dit, bah là, on n'est plus en adéquation, en fait. Donc voilà. C'est super, et puis on entend dans cette abondance de compétences que vous avez à tous les deux, vraiment de la structure, du sens, de l'organisation et des moyens de le révéler par l'expérimentation et l'expérience avec les animaux, c'est très puissant parce que c'est aussi très révélateur, et puis ça décentre aussi un petit peu sur deux êtres humains. Il y a un autre être vivant qui n'a pas la même approche avec soi et qui vient révéler des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir. J'imagine que quand on rencontre des êtres humains, c'est régulièrement. Donc ça vient décentrer l'angle de la problématique et ça permet vraiment de la révéler. Donc bravo, et c'est hyper intéressant, hyper chouette. On arrive vers la fin de cette interview, Élodie. Bien sûr, on pourrait rester encore plus longtemps. Ah oui, on pourrait dire encore plein de choses. J'imagine bien. En tout cas, il y aura toutes les descriptions, tout ce que vous faites et tout. Je vous inviterai vraiment à aller prolonger plus loin pour aller découvrir ce que fait Élodie et son mari. Et pour terminer, j'aimerais bien tirer donc une autre carte pour ouvrir le champ, ouvrir l'horizon. Est-ce que tu choisis cette fois une photo ou une question ? Une photo. Allez, c'est parti. Chère carte, merci de nous montrer une photo pour terminer cette interview avec Élodie. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Hop. Alors, est-ce que tu peux la décrire pour les personnes qui vont suivre le podcast ? Alors, c'est des personnes qui sont... Alors, je pense que c'est un bus, vu comment c'est, parce qu'il y a les bars, ou peut-être un métro. Enfin bon, un moyen de transport en commun. Les personnes sont toutes assises, et puis elles regardent dehors, mais avec un air pas très enjoué. Un peu comme si c'était perdu dans leurs pensées. Mais... il y a aucun sourire, quoi. Enfin, moi, là, je vois aucun sourire. Ouais. Et les couleurs qui sortent, là, c'est beaucoup de bleu. Ça reste froid. Ouais. Avec des lumières, la version néon, là. Comme chant, ça t'inspire. Ça m'ouvre tout le boulot qu'il y a encore à faire. Tout le boulot qu'il y a encore à faire pour faire sourire ces gens-là. Pour qui, voilà, j'imagine qu'ils vont travailler ou pas, ou qui rentrent chez eux, mais qui sont encore dans leur tracas quotidien, le sens, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas. J'imagine que ces gens se posent beaucoup de questions, et je me dis, mais waouh, il y a encore tellement de choses à faire, et qu'on est de plus en plus nombreux. Allez, encore un coach, mais oui, mais on est de plus en plus nombreux parce qu'il y a besoin, en fait, et qu'on est tous différents, on a tous des approches différentes, on n'est pas des concurrents, on est des confrères, et ça, il faut pas l'oublier, et on peut apporter tout ça. On peut apporter tout ça, et ouais, il y a encore beaucoup de boulot. Eh bien, c'est vrai, je préférais qu'il y ait moins de boulot, que ça veut dire que tout le monde serait épanoui et vraiment aligné à soi. Et puis j'aime bien cette image aussi, ils sont tous dans un sens qu'ils n'ont pas vraiment choisi, parce que c'est un train que quelqu'un conduit, c'est pas forcément leur direction. Et c'est vrai que le coaching est aussi là pour nous aider à nous reconnecter à nous, comme on disait, à se retrouver soi et notre vrai chemin de vie, pas celui qu'on nous a imposé. Et tant mieux qu'il y ait plein de coachs hyper différent, et c'est pour ça que je fais aussi cette série, pour regarder, quand on vient voir Élodie, on vient chercher une énergie différente que quand on vient voir Julien ou les autres personnes que j'ai reçues, et c'est ça qui est génial. Et oui, on a besoin en ce moment. Donc merci aussi de faire partie de cette team-là qui permet aussi cette famille. Hein, c'est un peu comme une nouvelle famille aussi que j'ai envie de relier, d'aller se connecter aux êtres humains et de les aider au mieux, parce que nous, on a découvert ça aussi dans nos chemins de vie, par nos apprentissages, et qu'on a vu l'épanouissement que c'est de se retrouver aligné à soi. Donc, une fois qu'on a goûté cette joie, on a envie de la partager, quoi. On a vraiment envie de la partager. Complètement. Ouais, complètement ça. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que tu as justement, comment tu repars ? Qu'est-ce que tu veux me partager pour ton départ de cet épisode avec moi ? C'est... que j'ai le mot bonheur là, qui arrive, mais ouais, c'est de continuer en fait dans ces voies-là, et pour tous, que ce soit pour toi le travail que tu fais
voilà, de faire découvrir. Moi, j'adore rien que le titre, en fait. C'est Allez, encore une coach, ou un coach, parce que c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Quand tu te présentes en tant que coach de vie ou coach professionnel, moi je me présente en tant que coach professionnel et qui coach, et j'ai souvent le petit sourcil qui se soulève. Allez, encore. Ben oui, encore, mais voilà, pose-toi la question de pourquoi encore, en fait. Et voilà, donc de continuer dans cette voie-là et de se dire que on a tous notre place et que c'est super de faire ce métier qui est passionnant et voilà, toujours de belles rencontres, que ce soit avec des confrères ou avec des clients. Et voilà, donc beaucoup de bonheur. Et encore merci. Eh bien, merci beaucoup, c'était trop chouette. Encore, voilà, une coach ou un coach. Et puis, si vous croisez des personnes qui vous disent, allez, encore un coach, envoyez-leur l'émission, le podcast, pour qu'ils rencontrent, en fait, qu'ils écoutent. Au moins, tu leur dis, allez, un épisode, t'écoutes un peu, voir comme ça, t'as des autres êtres humains qui partagent un métier, peut-être que tu critiques, mais que tu connais pas. Et peut-être que finalement, tu vas y aller, en fait, te faire coacher, parce que, comme je le dis toujours, et on en parlait là, c'est goûter l'expérience. Vous y allez une fois. Moi, je milite. Le mot peut-être n'est pas ajusté, vraiment pour les pratiques aussi de l'invisible. J'ai fait un podcast pour ça qui est en train d'être lancé. Pareil, allez goûter. Moi, je ne veux pas vous convaincre. Mon expérience m'a révélé plein de trucs, que ce soit en coaching ou sur ces pratiques-là. Allez juste goûter, voir ce que ça fait en vous. Et puis, vous mettez ça de côté ensuite. Mais ne vous basez pas sur des préjugés. C'est aussi pour ça que j'ai envie de partager les expériences des personnes qui le font, parce qu'au moins, ça vous donne un autre regard. Merci, c'était l'épisode numéro 7 de Et allez, encore un coach. Et là, c'était avec une coach. Et puis, le suivant, c'est dans une semaine. Tous les mardis, normalement. Et puis, j'adore cette série, donc je la continue. Mettez des commentaires, des likes, partagez. N'hésitez pas à faire suivre et puis à me renvoyer vos retours. Comme ça motive, ça donne de l'énergie, ça donne de l'amour. Et ça poursuit encore l'élan dans lequel je me suis lancé. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.